Bienvenue dans le podcast En toute vulnérabilité. Mon intention ici est de créer un véritable cercle de partage sonore, où la vulnérabilité est à l'honneur et où chaque émotion est célébrée. Dans chaque épisode, moi ou mon invité, on va te livrer des moments de vie qui illustrent ce propos et les leçons que nous en avons tirées. Aucun sujet ne sera tabou ici. On va parler spiritualité sans bullshit, partager nos leçons de vie et ce que j'ai appris des belles personnes que j'ai pu accompagner, et aussi de la maternité. Je suis ton hôtesse, Nina Cagnac, praticienne en développement perso qui aide les autres à retrouver leur pouvoir. Mon but, que dans chacun de ces épisodes, tu y trouves au moins une pépite, une information qui t'aide à avancer dans ta vie. Alors installe-toi, ouvre ton cœur et c'est parti pour l'épisode du jour. On a tellement à découvrir ensemble. Alors aujourd'hui, j'accueille avec moi Anaïs. Anaïs que je connais parce que quand j'étais enceinte, on était enceinte en même temps. Et à l'époque, j'avais trop envie de m'entourer de femmes et donc j'ai créé un groupe WhatsApp. Et donc Anaïs faisait partie de ce groupe WhatsApp avec ces femmes. On était 6 dedans qui étaient enceintes à peu près en même temps. On allait accoucher à quelques mois d'écart. Mais Anaïs et moi, on avait quasiment un jour de différence dans la date prévue de nos enfants et ils sont nés à une semaine d'écart. Donc, on a bien traversé les choses ensemble. Et, Exactement. aujourd'hui, j'ai envie d'inviter Anaïs pour parler d'un sujet dont on ne parle pas assez à mon goût, parce que c'est la première cause de mortalité chez les femmes qui viennent d'accoucher, qui est le suicide, souvent dû aux dépressions postpartum. Donc, avec Anaïs aujourd'hui, on va parler dépression postpartum et comment un postpartum peut se passer, comment voir les signes, etc. Parce qu'en plus, après ça, Anaïs s'est formée comme doula, donc elle va pouvoir nous donner exactement les clés, les signes, les ressources et tout ce qu'il faut pour tout ça. Mais avant ça, ma chère Anaïs, si tu veux bien te présenter et partager ton histoire, ce serait top. Bonjour tout le monde, merci Nina pour cette introduction et pour être là aujourd'hui. Alors moi, je m'appelle Anaïs, j'ai 32 ans dans quelques semaines là bientôt. J'ai un enfant du coup qui a 3 ans. Je suis mariée aussi depuis 1 an demain. Et puis, je vis dans le sud de la France et donc moi, j'ai un parcours où j'ai accompagné des femmes justement à reprendre confiance, à démarrer une vraie relation saine avec elles-mêmes pour ensuite fluidifier les relations externes. Donc voilà, autour de la confiance, de l'amour de soi, de se sentir capable et confiante. Et puis ensuite, j'ai eu mon enfant, j'ai eu un gros qu'est-ce que je fais dans ma vie? Donc je me suis formée en tant que doula et en même temps, je suis rentrée dans une société qui accompagne les femmes à retrouver des beaux cheveux et à les accompagner aussi dans l'autonomie au niveau entrepreneurial. Donc voilà un petit peu pour moi. Merci beaucoup Anaïs. Avant qu'on parle du postpartum, parce que je sais que tu l'as partagé sur les réseaux, etc. Mais je voudrais que tu précises que quand même, ton accouchement s'est bien passé, ta grossesse s'est bien passée et qu'il y avait rien en fait qui annonçait que ça pouvait se passer comme ça, quoi. Absolument rien, justement, c'est pour ça que ça a été si dur parce que rien ne présageait en fait, cette partie post-naissance. Donc moi, j'ai eu un accouchement fantastique, et avant ça, en fait, une grossesse incroyable. Moi, je dis encore aujourd'hui que j'aimerais vivre enceinte toute ma vie. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui vont écouter ce podcast, qui vont entendre cette phrase et qui vont rouler des yeux en disant « Oh mon Dieu, quelle horreur !» Mais moi, ça a vraiment été ça. Je me suis jamais sentie aussi heureuse que quand j'étais enceinte. Et au plus j'avançais, au plus j'étais heureuse. Et à mes 9 mois, j'étais au summum du bonheur que j'avais jamais pu ressentir. J'avais pas hâte d'accoucher. J'étais bien. Et j'ai accouché du coup au Portugal avec 2 doulas, dont une qui était formée en sage-femme traditionnelle et qui faisait que des accouchements à la maison. Donc j'ai accouché avec 2 doulas et dans une piscine, dans l'eau, avec mon mari. C'est lui qui a attrapé notre enfant en fait dès qu'il est sorti dans l'eau. Donc ça a été vraiment idyllique pendant 9 mois. Ouais. Et je précise aussi pour les auditeurs qui ne te connaissent pas que
au moment où tu accouches, enfin, tu es au Portugal, dans ta relation, ça va bien. En fait, tout Ouais. va bien à peu près sur tous les plans. Tout est absolument parfait, vu que j'étais aussi entrepreneur à ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter de travailler quand bon me semblait, donc à 6 mois de grossesse. J'ai décidé d'arrêter totalement de travailler et de me concentrer sur mon bonheur. Parce que j'ai qu'une chose à faire en tant que, maman enceinte, c'est d'être heureuse pour que du coup, dans mon corps, toutes mes cellules vibrent bonheur et que cette grossesse se passe bien. Je voulais éviter le stress à tout prix et voilà, j'ai eu envie de me connecter juste à moi. Donc tout était franchement idyllique, parfait. On était dans un cadre de vie au bord de la mer au Portugal. C'était une période Covid également. Nous, on ne l'a pas vécu au Portugal. C'est pour ça que je suis restée dans ce petit cocon, vivre cette maternité, cette grossesse et cet accouchement, parce que c'était libre et sans aucun stress dans cette période très très compliquée mondialement. Et est-ce que tu avais préparé quelque chose pour ton postpartum? Est-ce que tu avais déjà préparé des Non, soutiens ou des choses? Non. rien, parce que je me suis dit en fait, peanut in the nose en fait. Ça se passe tellement bien, la grossesse, l'accouchement, bon ça je me préparais à toute éventualité, j'ai pas essayé de pas trop mettre d'attente dessus, mais j'étais très confiante pour tout et je me suis dit un truc, je me suis dit je pense c'est la phrase qui m'a perdue ensuite, c'est à cause de ça que tout a démarré. Je me suis dit: «Eh, j'ai tellement travaillé sur moi ces dernières années que là en fait, je peux pas être plus prête». Je veux dire, j'ai tellement voilà, je suis arrivée à un stade en moi, c'est un peu l'ego qui a parlé, je pense. Vraiment, j'ai eu une crise d'ego qui m'a fait me dire: «J'ai tellement bossé sur moi, j'ai tellement été dans le dev perso, je me suis tellement explorée que ça peut que bien aller, je peux juste être une mère exceptionnelle, en fait, il peut rien m'arriver». Voilà, c'est ça que je me suis dit: «Il ne peut rien m'arriver» et pour moi, je m'étais pas du tout renseignée sur le postpartum, pas du tout. Pour moi, le plus gros, c'était l'accouchement. Voilà, et ensuite après l'accouchement, c'était que du bonheur. Ouais, mais pour aller dans ton sens, moi, je me souviens avoir fait des formations pour préparer à l'accouchement et on te parle pas du postpartum. On te prépare à l'accouchement comme si c'était la finalité et très, très peu de gens, en fait, parlent de ce qui se passe après. Ouais, moi j'ai entendu juste une chose par rapport au postpartum, j'ai entendu, parler du mois d'or, le 4e trimestre où justement on reste dans un cocon ensemble avec, notre enfant qui vient de naître sans trop, d'échanges, de famille, de visites et c'est ce qu'on a fait en fait. Mais, vraiment la post-naissance mal vécue avec les difficultés, je pense que je me pensais tellement au-dessus du panier, en dehors du lot, tellement je m'étais développée personnellement, je me suis sentie vraiment infaillible par rapport à ça et peut-être que je l'ai entendu, mais je me suis dit: «À quoi bon en fait? Ça va pas m'arriver. Ça va pas m'arriver». Ouais, ouais. Mmh. Donc je me souviens que les premiers jours ont été très durs pour toi. Est-ce que tu veux bien nous parler ce qui s'est passé après la naissance? Ouais, alors après la naissance, j'ai eu mon enfant dans les bras et en fait, on a décidé de faire, un bébé lotus, donc c'est-à-dire de ne pas couper le cordon et en fait de garder l'enfant accroché, au placenta, pour des raisons spirituelles et le placenta enfin le cordon se dessèche naturellement et puis, ça se détache tout seul. Donc on a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai ensuite du coup, dormi avec mon petit, allaitement, maternage proximal et cetera. Vraiment en mode, instinctif, hein. Il y avait pas de, il a sa chambre, je le mets de son côté. Vraiment, c'était je voulais apporter tout ce que moi j'avais pas eu, en fait. Hem Je pense que quand on vit quelque chose et quand on le vit pas forcément bien, soit enfin on recrée exactement ça dans nos comportements futurs, soit on fait l'inverse. Bah, moi j'ai fait l'inverse et j'ai voulu une proximité avec, cet enfant et le souci c'est que je me suis dit: «Beh, en fait, comment je m'en occupe?» J'ai un enfant là, qui vient de sortir de mon corps et en fait, je vais devoir en fait, toute sa vie repose sur mes épaules et littéralement, en fait, parce que j'allaitais et que du coup, je le nourrissais et alors là, toute la confiance que j'avais bâtie en tant que femme et ben, en fait, là, j'étais plus une femme, j'étais une mère
et je me suis rendu compte que cette dose de confiance que j'avais en moi, bâtie pendant des années pour ma construction, tout s'était écroulé parce que j'avais jamais été une mère. Et là, bouh, gros breakdown, et je me suis dit: «Waouh, mais je sais pas faire, je sais pas. J'ai jamais tenu un bébé dans mes bras de ma vie. J'ai jamais vu une personne ou entendu une personne allaiter ou parler de l'allaitement et de ses problèmes d'allaitement. J'ai jamais vécu ça, en fait, et c'est après que je me suis rendu compte que, bah, oui, anciennement, on avait un village, on avait les cousines, les sœurs, les voisines qui accouchaient, on accompagnait ce processus. C'était vraiment notre tribu de femmes maternelles, là où on s'accompagnait, où on voyait nos sœurs, nos cousines, tout ça. Là, aujourd'hui, moi, je l'avais jamais vu et ça m'est tombé dessus et je me suis dit: «Waouh, je vais devoir apprendre et je ne sais rien». Et alors là, panique. Ouais, ouais, et si je me souviens bien, je crois qu'il y avait aussi des nuits au début où tu arrivais plus à dormir, non? Oui, du coup, panique, donc du coup, hyper, comment on dit? La nuit, en fait, je n'arrivais pas à dormir, j'étais en, Hypervigilance? heu, hypervigilance, merci, et du coup, je n'ai pas pu dormir pendant 5 jours, je me souviens. Pendant 5 jours, j'ai pas fermé l'œil de la nuit, parce que, j'arrivais tout simplement pas, et plus j'étais fatiguée, moins j'arrivais à dormir parce que plus mon cerveau était, totalement out, et j'étais vraiment un fantôme. J'avais, en fait, c'est comme si avec le recul, en fait, ce qui s'est passé, et même sans vraiment de recul, je sais exactement ce qui s'est passé, c'est que quand on accouche, il y a ce vortex de naissance où on monte rejoindre l'âme du bébé, et cetera, et moi, j'ai vraiment senti ce détachement du corps, et ensuite j'ai mis 5 jours, en fait, mon âme est restée en tournoiement autour de mon corps et je ne me suis pas réincarnée, en fait. J'étais pas pleinement moi, reconstruite avec tous ces morceaux, récupérés. Et donc du coup, pendant ces 5 jours, j'étais totalement out, totalement ailleurs. C'est-à-dire que je fonctionnais en mode robot. Eric, mon mari, il me disait: «Tu étais en mode robot, action, en fait, c'est tout». Et il y avait pas de j'étais robotique. Et à un moment, il m'a dit: «Écoute, là, faut que tu dormes, d'accord? Tout va bien se passer, Noah va bien, tout va bien». J'étais tellement inquiète, que tellement j'étais inquiète et en surstimulation mentale, mais tellement que j'arrivais, c'était insomnie sur insomnie, je ne pouvais pas dormir. Et donc, plus les insomniaques qui vont comprendre, plus on est fatigué, moins on arrive à dormir aussi. Et au bout de 5 jours, il m'a dit: «Écoute, là, c'est une question de survie, il faut que tu ailles dormir. Je prends Noah, t'inquiète pas, tu viens de le nourrir. Au pire, il va attendre, il va pas mourir de faim, d'accord? Va dormir». Et j'ai dormi 3 heures d'affilée et je me souviens m'être réveillée, c'était comme si j'avais dormi 3 jours, et je suis j'ai ouvert la porte, j'ai vu mon mari sur le canapé avec mon petit dans les bras qui était en train de faire sa sieste sur mon mari, et j'ai regardé Eric dans les yeux, je lui ai dit: «Oh, ça y est, je suis revenue». Waouh! Et il m'a dit: «Pourquoi tu dis ça? Tu étais pas partie?» Je fais: et là, je reprends mes esprits et je dis: «Écoute, je sais pas pourquoi je t'ai dit ça, mais je ressens comme si je suis revenue et qu'avant c'était pas moi». Voilà ce qui s'est passé. Comme si j'avais réintégré mon corps, mais littéralement, vraiment. C'est l'expérience la plus incroyable que j'ai jamais vécue, ça. Et est-ce que par hasard tu as une idée de où tu aurais pu aller? Heu, Très bonne question. Je me suis jamais posé la question. Non, je ne sais pas où j'ai pu aller, mais je crois que j'étais là sans être là. C'est comme si je voyais toutes les situations de haut, mais que c'était comme si c'était un flou, un brouillard. Je sais pas, c'est comme si j'étais là, mais pas vraiment là, comme je regardais les situations de haut, mais sans pouvoir, ressentir des émotions, des choses. C'était vraiment étrange, j'ai aucune idée d'où je pouvais être. Dans les méandres, Entre 2. entre 2, ouais. Vraiment, ça serait un sujet à creuser, ouais. OK. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois que tu es revenue? Une fois que, voilà, ces 5 jours, se sont terminés? Est-ce que ça a été mieux à partir de ce moment-là ou pas du tout? Alors ça a été mieux dans le sens où, je me suis dit: «Je vais pas mourir de perte de fatigue», parce que de sommeil, parce que c'est, encore utilisé, enfin c'est une technique de, De torture, ouais. de
de torture, hein. Et j'ai dit à ma conseillère en lactation, je lui ai dit: «Mais comment ça se fait que je suis pas morte, en fait? Enfin, comment tu arrives à survivre 5 jours sans dormir?» Et elle me dit: «C'est grâce à la prolactine, c'est l'hormone de la lactation qui fait que, le corps met tout en place pour que la mère ne meure pas, car elle a un bébé à faire vivre, voilà, à nourrir». Donc c'est incroyable! Je me suis dit: «Waouh, quelle puissance! Merci la vie J'allais dire, c'est beau. de faire en sorte que» c'est incroyable, c'est incroyable. C'est vraiment beau. Donc elle m'a dit: «C'est ça, en fait, c'est la prolactine qui booste le système pour qu'il ne, flanche pas». Donc après j'ai redormi et ensuite, bah, j'étais quand même toujours confrontée à ces idées de: «Beh, comment je fais, en fait? Je ne suis pas suffisante, je ne suis pas assez, tout le monde faisait mieux que moi à ce moment-là et qu'est-ce que j'ai fait dans ces cas-là, quand on n'a aucune confiance en soi?» Bah, je suis allée regarder ce que faisaient les autres. J'ai essayé de calquer le modèle des autres, donc j'ai essayé plusieurs, méthodes. Je suis allée vraiment, remettre le pouvoir à l'extérieur et ça a été terrible aussi parce que du coup, c'est pas comme ça qu'on se reconstruit une confiance. Donc voilà, j'ai commencé à aller chercher et donc ça m'a éloignée de moi encore Ouais. plus. Ça m'a éloignée de moi et ça m'a éloignée de moi et j'étais de plus en plus perdue parce que comment les gens élèvent les enfants, comment ils le font, en fait, ça varie d'une personne à une autre. Je veux dire, il y a des milliards, de façons de faire autant qu'il y a de personnes sur terre. Donc du coup, à chaque fois que je lisais un témoignage, bah, j'étais perdue dans: «Je sais pas ce qu'il faut faire, qui est-ce qu'il faut que j'écoute?» Et à un moment, donc j'étais vraiment perdue à cause de ça et ça m'a fait plonger, au-delà du baby blues qui est absolument normal, et qui est la chute d'hormones, ensuite après l'accouchement. Donc là, il y a un petit baby blues qui, dure, c'est censé arriver environ au 3, au 4, 5, 6e jour et puis ça peut durer une semaine environ, 10 jours, mais pas plus. Si ça dure plus, c'est là qu'on commence à voilà, se poser les bonnes questions, s'inquiéter un petit peu, se dire: «OK, où est-ce que je glisse là?» Et moi, le pic, de mal-être, ça a été, 1 mois après, je pense, hein. Donc j'ai vraiment glissé dans la dépression postpartum, donc postnatale, à ce moment-là. Et comment ça s'est caractérisé peut-être? J'avais envie en fait, je me demandais tout le temps: «Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gâché ma vie». C On avait une vie Ce qui est la pire chose pardon, à pouvoir se dire, en fait. ouais. Je me suis dit: «On avait une vie absolument parfaite, parfaite. Avec mon chéri, on voyageait, je on vivait d'amour et d'eau fraîche, vraiment». Et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que j'ai fait?» Et je me disais: «Là, tout de suite», j'ai eu ces pensées terribles où là, tout de suite, si on me propose de prendre mon enfant, je le donne. Horrible, hein? Alors je dis ça aujourd'hui avec un détachement, mais je suis consciente que c'est terrible, j'essaye de pas me juger, mais je l'ai eu et plein de femmes l'ont, en fait, ça. J'allais dire, je pense qu'on passe tous à un moment donné par ça quand on devient parent pour la première fois. On aimerait trop qu'il y ait un SAV, tu puisses renvoyer ton enfant parce que c'est tellement de choses d'un coup et comme tu dis, je pense qu'on n'est vraiment pas préparé, on n'a pas l'entourage et hem et je sais pas si tu l'as vécu comme ça, mais moi je trouve que aussi quand tu deviens maman, ben, toutes tes blessures de toi enfant que tu as vécues ressortent et Oui. donc non seulement tu te transformes en quelqu'un d'autre, tu deviens maman, tu passes par cette énorme initiation, mais en plus, tu te prends tous les trucs dans la figure qui sont en train de remonter et que tu dois gérer aussi en même temps. Mmh. Exactement, ça nous en fait, je dis toujours c'est pour ça qu'on peut pas savoir comment on va vivre notre postpartum. On ne peut pas savoir parce qu'on va vivre ce dont on a besoin de vivre. Et on sait pas qu'est-ce qu'on a besoin de vivre en fait. Moi, toute cette partie-là, j'en ai parlé, j'ai décidé de prendre un suivi psy bien trop tard, mais je l'ai pris quand même 2 ans après avoir accouché. Quand j'ai fait ma formation de doula justement et qu'on a parlé postpartum et que je me suis dit: «Waouh, en fait, j'ai vécu un truc archi hardcore, il faut que je puisse me faire suivre maintenant». Et en fait, j'ai réalisé que, ouais, j'étais en train de revivre des choses, de ma propre naissance, de, ma mère, les transmissions de ma mère et cetera. Donc il y a un lien mère-fille qui se fait et ma relation avec ma mère a été un petit peu compliquée et cetera. Donc tout ça est remonté à la surface et j'en avais pas conscience, c'était caché dans l'inconscient, donc tout est remonté et là, en fait, et ben, c'est la galère.
autant psychiquement que factuellement dans les faits. Il faut, genre, en fait, on s'en prend, c'est un peu comme si on s'en prend de tous les côtés. Je veux dire, on est sur le ring de boxe et on se prend des mandales à tout va. De notre passé, de notre inconscient, de notre psyché qui est en train de faire remontrer des trucs de notre enfance, et en même temps physiquement c'est ultra dur parce qu'on deal avec une fatigue, on a genre tellement de choses à s'occuper, on n'a pas forcément le soutien aussi qu'il faut, vu que moi j'avais décidé de faire le mois d'or et donc de n'avoir aucune visite, rien du tout, tu sais, la bonne idée du siècle. Donc je me suis enfermée encore plus dans ce truc où en fait j'avais tellement besoin d'aide, qu'on me dise juste en fait les trucs qui me faisaient le plus de bien, et c'est là que j'ai du coup demandé de l'aide avec une conseillère en lactation. Mais en fait, ce qu'elle m'a apporté, c'est pas ses conseils en lactation, cette femme, c'est les mains qu'elle me posait sur mes épaules et qu'elle me disait je sais ce que tu vis, ça va aller. Ouais. Ouais, et comme tu dis, je pense aussi que en plus de toutes les mandales qu'on peut se prendre là, on pense aussi qu'à l'été ça va être facile, alors que ça l'est pas. Oui. Enfin, il y a plein de trucs qui on se dit ça va être intuitif et simple et je saurais faire, et en fait on aurait trop besoin des conseils de nos grands-mères, de nos mères à ce moment-là, et je précise aussi que même si tu avais eu de la visite, ça veut pas dire que ce soit forcément des gens qui soient capables non plus de te donner ce que tu avais besoin. Parce que moi, je sais que j'avais eu ma mère qui était là juste après, et je pense pas non plus qu'elle aurait pu trouver les mots pour m'aider, parce que quelque part, nos mères, ça faisait aussi trop longtemps qu'elles ont accouché pour se souvenir. Donc c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Pareil pour l'allaitement, j'avais acheté un livre sur l'allaitement. Alors, théoriquement, je connaissais tout. J'étais incollable. Mais alors, quand tu te retrouves avec, faut quand même te remettre d'un accouchement, ok. Et en fait, comment démarrer direct sur un sprint avec l'allaitement, avec tout ça. Et en fait, t'es crevé, t'as plus du tout accès à ton cerveau et à tes neurones. T'oublies absolument tout ce que t'avais lu sur ton fucking livre là. Et du coup, t'es là, waouh, en fait, je sais plus, aidez-moi, help, au secours. Et ouais, à ce moment-là, c'est vrai que l'aide qu'on a, les mères ne se souviennent plus. Pour elles, tout s'est bien passé, c'était voilà. C'est pour ça qu'on n'en parle pas vraiment, je pense, de ce qui se passe après la naissance, parce qu'on oublie. Moi, clairement, je pense que je suis pas prête d'oublier, quoique c'est peut-être ce que nos mères se disaient aussi, elles ont finalement oublié. Mais oui, je me suis enfermée avec mon mal-être en me disant que c'était normal. Et en fait, ce qui s'est vraiment passé, c'était l'équilibre qui est totalement... tous les repères volent en éclats. Tout ce qu'on a construit jusqu'à présent vole en éclats. Le couple, les repères du couple volent en éclats. Nous-mêmes, on vole en éclats. Et c'est dans ma formation de doula que une des formatrices a utilisé en fait ce petite comparaison. C'est comme les pendules, tu sais, le pendule qu'il y a au-dessus des berceaux. Et ça tient en équilibre. Et c'est comme si là, hop, on rajoute un pendule, on rajoute un poids, et que là, boum, il y a tout qui retombe parce qu'on ajoute une personne en plus à un équilibre qui était déjà fait. Donc tout doit se déconstruire pour se reconstruire. Et alors dans cette déconstruction, j'ai vécu ça moi comme un chaos où je savais plus qui j'étais, je savais plus où j'habitais, plus de confiance, et je me suis dit vraiment, là j'ai envie d'en finir. Je me suis dit à plusieurs reprises, la mort serait plus douce que mon quotidien. Et j'ai eu envie de mourir. Et alors là, c'est une énorme sonnette d'alarme. Là, quand on a envie de mourir, les idées noires ou voilà, et ça c'est vraiment là où il faut vraiment se faire aider et se dire ouais, là je rentre vraiment dans une dépression là. Ouais. Et j'ai pris ça très à la légère moi, et je me suis dit waouh, je suis passée pas loin. Enfin, je veux dire, je sais pas ce qui motive des gens, des femmes à sauter la vie, mais je me dis j'ai clairement eu envie de mourir, et je ne sais pas actuellement qu'est-ce qui m'a fait ne pas passer à l'acte. Parce que j'allais vraiment très mal, quoi. Ouais. Et déjà, moi je suis contente que tu aies pas passé à l'acte, qu'on soit bien d'accord. Ouais. Oui. Mais je sais que
comment dire? Je pense qu'il y a plein de gens, en fait, qui se rendent pas compte qu'ils sont en dépression. Je pense que c'est très difficile de savoir que tu es en dépression quand tu y es. Ouais, on se dit juste que ça va passer. C'est un petit coup de mou, quoi. Et c'est normal, je viens d'accoucher, il y a déjà un changement, donc on se dit c'est normal. Mais en fait, on normalise le fait d'aller mal. Et, euh, et waouh, parce qu'on n'en entend pas parler, en fait, aussi, hein. Les gens, quand ils vont pas bien, ils le cachent, on n'en parle pas, on fait façade. Et quand ça nous arrive, ben, on ne sait pas le reconnaître, je pense. Ouais. Moi, j'ai pas su le reconnaître, j'ai jamais fait de dépression de ma vie. Jamais. Donc, j'ai pas su le reconnaître. Ouais. Et puis vu que je voyais personne, et ben du coup personne m'a mis dans ce miroir, m'a demandé, personne n'a pu le remarquer en fait. Et j'étais surtout en colère. Moi j'étais vraiment en colère contre toutes mes amies qui avaient eu des enfants. Et je leur ai dit mais t'as vécu ça toi? Pourquoi tu m'as pas dit que c'était aussi dur? Pourquoi tu m'as... Bah parce que voilà. En fait c'est un tabou. Et j'étais très en colère contre toutes les personnes qui m'ont dit d'une, tu verras c'est que du bonheur. Voilà. Ouais. Je leur ai rentré dedans, mais vraiment, en me disant, mais c'est atroce de dire ça, parce que c'est pas vrai. J'étais vraiment dans ma vérité, hein, à ce moment-là. Tous les films et les séries qui nous disent que bah ensuite c'est que du bonheur et que c'est l'accouchement qui est dur, qui est compliqué. Moi j'étais là, j'étais heureuse d'avoir justement vécu l'inverse et que ensuite voilà t'as le bonheur, alors tout roule. J'étais en colère contre ça et toutes les personnes qui me disaient, bah qui m'ont rien dit. Toutes mes copines qui m'ont rien dit et je leur ai dit mais toi aussi c'était dur comme ça, toi aussi t'as galéré. Et là mes copines me disaient oui. Et en colère contre eux, mais pourquoi tu m'en as pas parlé déjà quand c'était arrivé? Et surtout quand tu as su que moi j'allais vivre aussi la même chose potentiellement. Ouais. Ouais, ouais. Mmh. Ouais, c'est sûr. Et est-ce que ces idées noires, ce qui se passait dans ta tête, est-ce que tu le partageais avec ton mari? Oui, 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 je le partageais et il m'écoutait beaucoup, on parlait beaucoup, ouais. Je le partageais avec mon mari et ce qui m'a aidée aussi beaucoup, c'est sur mon compte Instagram de le partager aussi. C'était mon exutoire, où je partageais en fait ce truc-là, bah, qu'il fallait justement pour moi être au courant, quoi. Et puis c'est là où j'ai commencé à parler avec d'autres femmes avec qui ça, bah, pour qui ça leur est arrivé aussi et qu'on me dise bah merci d'en parler parce que moi ça m'est arrivé et du coup je me sentais bah, pas bien de vivre ça et puis ça fait plaisir de voir que je suis pas la seule, etc. Donc j'ai trouvé du soutien euh, comme ça aussi. Et je me suis rapprochée, voilà, j'ai fait du yoga post et prénatal et post-natal du coup. Je suis allée voir cette femme qui faisait du yoga pour les mamans avec leurs bébés. On pouvait amener nos bébés, ça se transformait en cercle de parole, j'ai pu avoir du soutien. Enfin, vraiment, j'ai compris qu'à un moment, ok, là, il faut que tu ailles chercher du soutien parce que tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces. Et en fait, mon mari, lui, vivait des choses aussi. Mon mec vivait des choses tellement intenses parce qu'il faut savoir qu'il nous a supportés, il a fait le pilier. Il a fait le pilier, il faisait tout. Moi, je suis restée une semaine alitée sur les conseils de ma doula. Et lui, en fait, bah, il devait vider la piscine d'accouchement, virer toutes les bâches de partout sur les canapés, faire les lessives, changer les couches, faire à manger, parce que bah, moi, sortir faire les courses, enfin, il faisait l'intendance. Et je pense que son espace mental était totalement saturé, tellement il faisait plein de choses. En fait, il faisait le travail d'une tribu, il l'a fait à lui tout seul, c'est-à-dire de support. Il me faisait à manger, il me faisait manger aussi, il m'apportait les plats à ma bouche. Enfin, vraiment, c'est donc ce que je pouvais lui dire. Je pense qu'il n'avait pas l'espace de s'occuper de moi, alors que déjà lui-même, c'était vraiment tendu, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, je sais que pour moi, si j'avais pas eu, ce cercle de parole où je pouvais aller toutes les semaines après, heu, je sais pas comment ce serait passé pour moi. Je sais que ça aurait été un énorme soutien pour moi, donc je comprends tout à fait ce que tu dis. Je pense qu'il y a il y a un soutien entre femmes dans ces moments-là dont on a fortement besoin et ouais, comme tu dis, je pense que, nos compagnons, ils nous aident comme ils peuvent, mais ils peuvent pas aller au-delà de ce qu'ils peuvent faire non plus Mmh. et du coup, est-ce que tu veux bien partager combien de temps ça a duré pour toi et ce qui t'a aidé à en sortir petit à petit ou si tu en es sortie d'un coup? Comment ça s'est passé pour toi? En fait, ça a été vraiment
Je pense que j'ai été vraiment en je suis sortie petit à petit et pas d'un coup. C'est-à-dire que j'ai eu un pic où j'ai touché le fond vraiment, et où je me suis dit: «Là, j'ai envie d'être délivrée et d'accueillir la mort parce que ça serait beaucoup plus simple». Je me suis dit ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voilà, je pense que je me suis vraiment dit ça pendant 3 mois et au bout de 3 mois, je me souviens, c'était très lié à l'allaitement aussi. L'allaitement s'était mis en place, les hormones recommençaient à rentrer dans l'ordre. Voilà, 3 mois, on m'a dit toujours au niveau de l'allaitement, il faut 3 mois pour que le corps il s'habitue et cetera et je pense qu'au-delà de l'allaitement, il y a vraiment un processus, en tout cas moi ça s'est passé ce 3 mois-là. Pareil pour les enfants, on parle souvent du 3-6-9, 3 semaines, 3 ans, 3 et cetera, 3 mois. Donc 3 mois, ça a été ça a commencé à aller mieux aux 3 mois où j'ai commencé, à trouver du plaisir dans mon rôle de mère et à arrêter de subir. Donc je me suis dit: «Ah, c'est cool quand même, c'est cool, allons explorer ça». Et c'est vraiment remonté très, très, très progressivement. Il y a pas eu de rechute, mais ça a été très progressif et je pense que j'en suis réellement sortie aux 2 ans de mon fils. Ouais, 2 ans quand même, hein. Ouais, aux 2 ans de mon fils, je me suis dit: «C'est que du kiff, j'adore». Voilà. Ce qui est un sacré switch. Oui, c'est un sacré switch et aujourd'hui, c'est voilà, j'ai l'impression d'être une autre femme et de ne jamais avoir vécu ce que j'ai vécu et je me dis: «Waouh, je viens tellement loin» parce qu'aujourd'hui, je suis tellement épanouie dans mon rôle de mère, tellement confiante, tellement à l'aise, tellement mais c'est une reconstruction. En fait, c'est au plus moi je me reconstruisais et en fait, voilà, la sortie de ma dépression postpartum était en corrélation avec la confiance que je gagnais en moi. Au plus j'ai arrêté de regarder ce que faisaient les autres et au plus je me suis dit: «OK Anaïs, qu'est-ce que tu veux faire toi pour ton enfant? C'est quoi ta logique? Comment OK, il doit manger à telle heure, mais toi, c'est quoi ton ressenti là-dessus? C'est quoi ton instinct?» Et au plus j'ai commencé à faire confiance à mon instinct et à me questionner au niveau de mes envies et de mon éthique et de comment je voulais faire les choses, au lieu d'écouter ce que me disaient les autres, au plus j'ai remis l'accent sur moi, j'ai remis mon faisceau sur moi là, au lieu de l'étendre à l'extérieur et au plus en fait ensuite, bah, j'ai pratiqué. J'ai pratiqué et au fur et à mesure, je me disais: «Bah, franchement, je gère bien, quoi. Mon fils, il est heureux». J'ai regardé les faits, voilà, les faits de je fais bien les choses. J'ai pris confiance au fur et à mesure que je me voyais faire les choses et je me suis dit: «Bah, dis donc, en fait, je fais les choses plutôt bien» et petit à petit, la confiance s'est reconstruite et je suis sortie. En même temps, ça m'a fait sortir de cette dépression-là. Ouais. Donc en fait, cette dépression, pour moi, c'était vraiment lié à «je suis incapable». C'était vraiment lié à ma confiance en moi, à mon amour pour moi, qui était au plus bas. Plus aucune raison de vivre, envie de vivre. Ouais. C'était lié au regard que je me portais, pour moi, c'était vraiment la confiance en moi, quoi. Ça, j'ai perdu cette confiance et tout s'est écroulé. Mmh. Et je vais quand même te poser la question parce que c'est peut-être pas ton cas, mais est-ce que tu as ressenti à un moment donné la pression de devoir être une mère parfaite? Oh là, oui. Oh là, c'est pas je pense que je l'ai pas ressenti, je me la suis imposée et pendant longtemps, je pense que dans toutes mes relations, j'ai été la nana infâme, la mère, pseudo parfaite. C'était horrible, je pense que je devais passer par là et en fait, je devais me prouver que, ouais, je faisais bien les trucs. Donc je suis passée d'un extrême à un autre. En mode: «Bah, je ne sais rien, je dois tout apprendre, j'ai aucune confiance» à: «Je sais tout». Moi, j'aime bien, tatillonner les extrêmes un petit peu, donc je me suis imposée cette perfection et j'en ai parlé à ma psy récemment. Je lui disais, «Bah, voilà, moi j'ai fait le maternage proximal, c'est-à-dire que je me suis vraiment donnée, mais plus que ce que je ne possédais pour mon enfant, pour lui» et j'ai commencé ce sacrifice-là et donc maternage proximal, l'allaitais à la demande, le portage aussi tout le temps, il a pas fait de sieste dans un lit, c'était vraiment en peau à peau, en portage, et ma psy, elle me regarde, elle me dit: «Mais pourquoi vous vous êtes infligé ça là? Parce que je vois très bien que c'était trop pour vous» et je lui dis: «Mais je sais pas, mais
en fait, moi, je sais, je me suis infligé ça parce que je voulais vraiment être collée à mes idéaux. Je voulais, voilà, moi, j'avais une définition de, avec mon fils, je veux faire ça parce que je sais que ça, c'est bien et ça, c'est mal. L'allaitement, c'est bien, ça, c'est mal. Le portage, c'est bien, le lit à barreaux, c'est mal. Donc, j'avais une idéologie et je me suis enfermée là-dedans et je me suis dit vraiment, il faut. Il faut. Et j'ai jamais adapté sur est-ce que je suis capable. Et j'ai donné, 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 et en m'enlevant à moi-même et en puisant dans une énergie et des ressources que j'avais pas, en me compliquant la vie, alors au lieu d'être plus intelligente et de faire un peu tampon, quoi. Donc, ok, ça c'est mes principes, mais la réalité est autrement. Voilà. Et là, pour vivre bien les choses, parce qu'un enfant, il a besoin. En fait, j'ai mis du temps à comprendre que l'enfant avait surtout besoin d'une mère et d'un père en bonne santé mentale, quoi. Et ça, j'avais totalement occulté ça. Donc je me suis vraiment sacrifiée, ouais, sacrifiée dans cette idéologie que je pensais, tous ces euh, principes que je pensais être parfaits. Et ça, j'avais bien étudié avant, hein, tous les principes de continuum, etc. Et en fait, j'étais pas du tout souple. J'ai été un tyran pour moi-même, vraiment. Ouais. Ouais, ouais. Moi, je me souviens qu'il y a une phrase qui, je sais plus à quelle, enfin, quand elle est arrivée, mais c'était une phrase qui a été dite dans mon cercle de parole aussi par une autre femme et qui a été un mantra pour moi pour la suite, pour éduquer ma fille. C'était martyr ou modèle. Mm. Genre, à quel moment ce que tu le fais en position de martyr et tu te sacrifies et tu donnes trop, et à quel moment, en fait, est-ce que tu le fais en étant un modèle pour ton enfant. Et, Mm. Ouais, ça me parle. et je vais donner un exemple, mais genre, est-ce que tu fais quelque chose parce que tu veux te sacrifier pour lui, ou est-ce que tu t'autorises, par exemple, on va dire pleurer. Est-ce que tu te refuses de pleurer devant lui parce que tu te sacrifies pour l'autre, ou est-ce que tu t'autorises de pleurer devant ton bébé parce que tu es en train de lui montrer qu'on peut pleurer, que c'est ok de pleurer, et comment gérer en fait les pleurs. Mm. Et je pense que moi, ce mantra m'a vachement aidée dans ce début. Euh, je sais que par la suite, j'ai vu aussi une dame qui disait que le but, c'est pas d'être la mère parfaite, mais c'est de faire des imperfections, de faire des erreurs, et c'est comment tu gères après. Donc, crier sur ton enfant, mais t'excuser après et lui dire pourquoi, que t'étais fatiguée, machin, valait mieux ça que partir, enfin, que se culpabiliser à mort de pas être la mère parfaite, quoi. Ouais. Mm. Exactement, exactement. Et ouais, moi, je suis tombée dans cette perfection de je veux faire les choses absolument parfaites pour peut-être cacher le manque de confiance que j'avais en moi, en fait, pour essayer de combler quelque chose. Et, euh, et voilà, généralement, hein, on agit comme ça parce que on se sent pas du tout parfait, quoi. Ouais, mais je Généralement. pense que tu as mis le point dessus aussi sur quelque chose qui est très important. Je pense que les films qu'on regarde nous montrent aussi une réalité qui est très différente de la vraie réalité. Mm. Absolument, absolument, absolument. Et il y a un moment aussi où cette prise de confiance en moi, en fait, est arrivée. Il y a eu un switch à un moment. C'était, je crois, autour des 3-4 mois, vraiment, hein. On a commencé à prendre donc j'étais en co-sleeping là avec mon enfant qui était vraiment dans mon lit, collé à moi pour l'allaitement la nuit. Et je me suis intéressée à l'endormissement autonome parce que à l'entraînement au sommeil. Parce que du coup, je dormais pas et que c'était très, 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 très compliqué d'être en santé mentale quand je dors pas. Et j'ai vu une pratique qui m'a pas du tout plu. Et en fait, c'est aller me chercher dans ce que je voulais pas. C'est-à-dire laisser mon enfant pleurer, le mettre dans une chambre. Genre, cette éducation me disait, les éducatrices disaient, en fait, vous pouvez suivre nos cours, mais il faut que vous soyez OK que à 3 ou 4 mois, je crois, votre enfant, il ait une autre chambre. Waouh. Et être OK de le laisser pleurer, en fait. Et j'étais là, waouh, ça m'a mis tellement en colère. Et en fait, je suis allée dans un extrême de ce que je voulais pas, et ça m'a mise sur, ça m'a construit ma position, genre, ah ouais, ça je veux pas. Et donc là, j'ai eu un point d'attache, genre, ah, ça je sais que je veux pas. Bah du coup, ce que je veux, c'est peut-être l'inverse, quoi. Et je suis allée à l'inverse, et là, j'ai lu un livre qui s'appelle le concept du continuum. J'ai lu, je crois, 4, 5, 6 pages. J'ai fermé le bouquin, j'ai fait, ça y est, je sais ce que je veux. J'arrête d'écouter tout ce que les autres disent, les méthodes de ci, de trucs,
et je vais créer moi-même ce que je pense logique. Et là, j'ai repris pouvoir en moi et je me suis dit, waouh, ok, c'est parti. Et là, ça a commencé à aller mieux et c'est là où j'ai commencé à sortir de cette dépression, petit à petit. À arrêter de m'enfoncer dedans, plutôt. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé à sortir de là, qui te viennent là? Oui, sortir, littéralement. Sortir voir du monde, m'aérer l'esprit. Ben ouais, parce que je suis assez sociable quand même, j'aime sortir. Et en fait, là, je m'étais recocoonée sur moi-même, recroquevillée sur moi-même, et je ne sortais pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Voilà. Donc, revoir du monde, en fait, me changer les idées. Changer les idées, ouvrir les volets et aérer ma tête. Ouais. Voilà, faire un courant d'air. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et c'est dingue parce qu'au début, avec ce fameux mois d'or où on disait, bah voilà, on reste ensemble, il n'y a pas de visite, rien. Je pense que moi, ce qu'il me fallait, c'est absolument l'inverse à ce moment-là. C'est vraiment de pouvoir me sortir de ce quotidien où c'était intense, quoi, et de me changer les idées. C'était vraiment ça qu'il me fallait. Donc, je sais qu'il y a des personnes où, au contraire, ils ont envie de rester dans un cocon. Moi, je pense que ce qu'il me fallait vraiment, c'était de m'ouvrir. Et en fait, dans cette dépression, j'étais un tyran pour moi-même parce que j'avais des convictions, le mois d'or. Donc, je me suis interdite de sortir. Et en fait, j'ai pas su être à l'écoute, j'ai pas su avoir le recul à ce moment-là de me dire, OK, toi, tu penses que tu veux ça, mais ce qu'il te faut, c'est pas ça. Et je pense que c'est ça qui m'aurait sauvée. Donc, de me le dire moi-même, mais je pense que là, j'étais, enfin, tu sais, avec l'accouchement, enfin, t'as pas toute ta condition mentale pour Non. penser à ça. Je pense que ça aurait été bien que quelqu'un d'autre puisse me voir dans cet état et me dire, écoute, viens, on va sortir un petit peu. D'avoir du support, en fait, hein, peut-être. D'avoir du support. Ouais. Et est-ce que par hasard, le retour de tes lunes et de ton cycle, est-ce que ça t'a aidé hormonalement aussi à sortir ou ça a rien changé? Je n'ai pas noté de différence là-dessus. Mes lunes sont revenues 6 mois après. 6 mois après, 5-6 mois, alors que j'allaitais et tout, et que bon, c'était trop étrange. Je pensais que tant qu'on allaitait, on n'avait pas notre tour de couche, et en fait, il est arrivé alors que j'allaitais genre toutes les 1h30, 2 heures. J'ai pas senti de différence par rapport à ça, non. Donc j'ai pas été assez attentive en tout cas. Parce que je sais que les hormones reviennent à ce moment-là et on change de, ouais, de système hormonal, on va dire. Mais ok, ok. Et du coup, est-ce que tu veux bien nous partager qu'est-ce qui t'a poussé du coup à faire la formation de doula? Ouais. Ce qui m'a poussée, c'est que je me suis dit que c'était en fait ma doula à moi, elle s'appelle Alex, elle est franco-portugaise, et en fait son accompagnement et même pendant l'accouchement, elle m'a subjuguée. Je me suis dit waouh, quelle femme, quelle femme. Et j'ai eu envie de me dire waouh, c'est le métier que j'ai envie de faire, et j'ai envie que d'autres femmes puissent se dire après leur accouchement waouh, Anaïs, quelle femme. T'sais. J'étais encore dans ce truc de reconnaissance. Je pense. C'est marrant parce que j'ai jamais dit ça ou vu comme ça. J'ai jamais. Bon. Donc j'ai voulu être doula pour, comme pour, pas comme un hommage à cette doula qui, mais si en fait, cette doula qui m'a accompagnée m'a donné tellement envie de faire la même chose parce que je me suis dit, mais c'est tellement essentiel d'avoir ce support émotionnel, cette présence qui est là en support. Et en fait, je me suis dit, je vais faire ça, mais pour le postpartum. Parce que moi, j'ai manqué de support lors du postpartum et j'ai envie d'être doula postpartum. Ouais. Et c'est ça qui m'a lancée dans le fait d'être doula. Et ensuite, j'ai trouvé une formation qui n'était pas spécialisée dans la formation de doula postpartum, mais qui faisait le pré, pendant l'accouchement et postpartum. Donc, je me suis dit, ensuite, je me spécialiserai si je veux. Voilà. Ouais. Et est-ce que tu veux bien me dire, du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ta formation de doula? Quand est-ce que tu as compris, en fait, que tu étais en dépression postpartum? Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Bah, avant, j'étais pas sûre, je le prenais pas au sérieux. Je me disais, oui, bon, j'ai vécu une petite dépression.
postpartum. Je minimisais la chose parce que jamais j'ai posé de diagnostic dessus, jamais j'ai vu de psy. Et en fait, je redoutais ce passage dans la formation. Et à un moment, on a eu, ils ont passé sur écran pendant cette formation des témoignages de femmes qui parlaient de ce qu'elles avaient ressenti pendant leur dépression postpartum. Il y a eu 5 ou 6 témoignages de femmes et j'étais en larmes pendant les 5-6 témoignages en me disant « J'aurais pu dire exactement la même chose. Ces mots sont les miens. » Et là, je me suis dit « Waouh, j'ai vécu quelque chose de dur là et je me suis pas fait accompagner. » Ces femmes-là se sont toutes faites accompagner. Et là, je me suis dit « Waouh, pourquoi je me suis pas fait accompagner? Pourquoi j'ai foutu sous le tapis ?» Et donc là, je me suis dit « Ok, il faut que je me fasse accompagner. » Et là, j'ai commencé un suivi en psychanalyse pour aller d'abord parler pour aller exprimer, pour aller creuser, voilà, tout ce qui s'était passé là. Et je me suis dit, en fait, quand j'ai fini ma formation de doula, je me suis dit, en fait, je suis encore trop fragile sur cet épisode postpartum et je suis pas, en fait, une doula a besoin d'être un pilier émotionnel. Et moi, je veux pas m'effondrer lorsque une situation de postpartum chez une famille me ferait revivre la mienne. J'ai dit, c'est pas possible. Donc, j'ai besoin de me faire suivre avant de suivre des personnes. Voilà ce qui s'est passé au niveau de cette formation. Ouais. Donc, je me suis rendu compte que j'avais vécu quelque chose de grave quand j'ai vu et entendu des personnes en parler. Et du coup, de poser un diagnostic, de comprendre ce qui t'est arrivé, est-ce que ça aussi, ça t'a aidé? Ouais, oui, ça m'a aidé dans le sens légitimiser ce que j'avais vécu et arrêter de dire, ouais, oui, ça m'a aidé. Oui, ça m'a aidé, mais après j'étais là plutôt, mince quand même, j'aurais dû culpabilité qui arrivait, purée, j'aurais pu faire les choses mieux à ce moment-là, quoi. Pourquoi je me suis laissée embarquer là-dedans? Pourquoi j'ai pas demandé d'aide, un suivi? Il y a eu pas mal de culpabilité, quoi. Pourquoi j'ai pas fait ça avant ce suivi psy, quoi? Pourquoi? Et toujours ce truc de la femme forte, je veux tenir ma famille à bout de bras, non, je vais bien, cette façade, truc très masculin là, mais je pense que c'était pour tenir aussi et parce que je pouvais pas me permettre de m'effondrer, quoi. Ouais. Donc ouais, pour mon fils, pour mon mari, je pouvais pas me permettre de m'effondrer. Donc une fois que ma famille fonctionnait, marchait, hop, je me suis occupée de cette santé mentale après. Donc je pense que voilà, finalement, c'est comme ça que ça devait se passer et que tout est bien, quoi. Ouais. Ok. Et donc, j'imagine qu'être accompagnée, ça t'a aidé. Mais du coup, comment s'est passé ton premier doula postpartum? Est-ce que du coup, ça a réveillé des choses en toi ou pas? Parce que maintenant, je suis curieuse de savoir. Alors, du coup, j'ai accompagné une famille à donner naissance, il y a pas si longtemps, c'était l'année dernière. Et en fait, cette famille, c'est marrant parce que j'étais extrêmement présente lors, de la grossesse et surtout lors de l'accouchement, à domicile. J'étais très, très présente et j'ai adoré ce moment-là. Et ensuite, je me suis tenue en fait, j'ai ouvert l'espace quand ils sont rentrés, en fait, l'accouchement s'est fini à l'hôpital parce que bref, voilà. Donc quand ils sont rentrés chez eux après, moi j'ai préparé, je suis allée chez eux, j'ai tout rangé, la piscine, j'ai dégonflé, j'ai tout vidé, j'ai tout préparé. Donc j'étais un petit peu cette petite main là que mon mari avait été pour moi. Je me suis dit en fait, je veux que tous les deux ils se concentrent sur eux. Donc je leur ai apporté des plats. Voilà, je leur ai apporté des plats, mais eux, ils étaient vraiment trop bien. Il n'y a pas eu de dépression du tout. Il y a même peut-être pas eu de baby blues, rien. Ils étaient dans un cocon et là, il y a une espèce de guérison qui s'est passée, genre waouh, ça peut se passer tellement bien. Et il y a une partie de moi qui a été guérie, genre comme nourrie, rassasiée, genre ça fait du bien de voir que waouh, dans cette famille, tout s'est bien passé pendant le postpartum, mais que par contre, ça a été très dur pendant l'accouchement et qu'il y a eu un traumatisme là-dessus, en fait. Donc, ça m'a fait relativiser de me dire, en fait, un trauma, il peut se passer n'importe où et arriver n'importe où, que ça soit la grossesse, le postpartum, le prénatal, n'importe où, en fait, on sait pas ce qu'on va vivre.
Et ça m'a beaucoup appris et donc du coup, ce post-natal, je l'ai bien vécu avec, cette femme parce qu'en fait, elle m'a pas trop laissé enfin cette famille, ils m'ont pas trop laissé entrer dans leur cocon parce qu'ils se sentaient tellement bien à 3 que j'étais là, en fait, je venais juste déposer des plats devant la porte et je m'en allais et j'étais trop heureuse pour eux, en fait, qu'ils aient pas besoin de moi. Ouais, je comprends. C'est la meilleure chose qui peut leur arriver, en fait. Mmh. Exactement. OK. Donc j'étais en voilà, j'étais, disponible pour les questions, les choses comme ça. J'étais, à leur service, quoi. Mais ils m'ont pas, vraiment demandé, non. Et c'est là où je me suis dit: «Bah, c'est parfait, c'est génial, tout allait bien». Et quand toi, tu as sorti la tête de l'eau, que tu es sorti un peu de cette dépression au bout de 2 ans, comment ça a été pour ton chéri? Est-ce que lui, il a vu une différence? Est-ce que lui, du coup, s'est écroulé parce que, du coup, il pouvait? Ou comment ça s'est passé pour lui? Et ben, c'est exactement ça. Lui, à ce moment-là et ben, c'est comme s'il m'avait supporté tout ce temps et que là, c'était à son tour maintenant. Et donc c'est lui qui a commencé, ouais, à se laisser l'espace de s'écrouler, de vivre ce qu'il avait pas vécu avant et qu'il avait mis sous le tapis. Et donc c'est là, moi, qui le supporte. Ouais, totalement. Parce que les hommes vivent un postpartum aussi. Et cet après-midi, tu vois, je suis allée voir enfin ce matin, pardon, je suis allée voir ma psy qui est dans un cabinet de sage-femme et il y avait plein d'affiches au mur et on voyait tout le temps cercle de parole maman, cercle truc maman, cercle maman. Et j'étais là, mais où sont les papas? Je voyais même parlons du postpartum, parlons du postnatal entre mamans, etc. J'étais en colère, j'étais là, mais les hommes vivent des choses et je crois que c'était 3 hommes sur 5 vivent aussi un épisode de dépression postpartum et personne n'en parle. Et mon mari a vécu ça. Mon mari a vécu ça aussi et aujourd'hui, alors j'ai lutté hein, pour qu'il commence à prendre, à se faire suivre aussi. Donc là maintenant, il vient seulement de démarrer un accompagnement psy, justement pour aller creuser un peu tout ça, quoi. Donc oui, ça affecte les hommes aussi. Et généralement dans un couple, quand l'un va pas bien, l'autre est fort. En fait, on se relaie. Hein, j'ai remarqué ça, on se relaie parce qu'on peut pas se permettre d'être tous les 2 mal au même moment. Donc il y en a toujours un qui se met en pause et qui ensuite, quand l'autre est disponible et fort, et ben hop, on s'autorise. Donc c'est ce qui se passe là et à mon tour de le soutenir comme il nous a soutenus, quoi. Mais c'est un travail d'équipe. On est là ensemble pour le meilleur et le pire. Exactement, exactement. Et je trouve aussi que c'est souvent lié aussi à, notre propre venue au monde. Moi, je sais que mon accouchement, je l'ai bien vécu aussi parce qu'il s'est plutôt bien passé pour moi quand j'étais dans le ventre de ma mère, alors que, mon chéri, ça a été très compliqué la période où j'étais en train d'accouchement parce que c'était un enfant non voulu et cetera et que donc lui, il avait fait toute une couvade et cetera. Donc je pense aussi que ce que nous, on a vécu dans notre enfance vient en plus jouer dans tout ça et vient apporter sa propre, popote et ça peut faire un cocktail très explosif, ouais. Ouais, 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 absolument. Et moi, pour la petite anecdote, quand j'étais en plein postpartum, mes parents sont venus me rendre visite et ils sont venus avec des vidéos de, pas l'accouchement, mais des vidéos de quand je venais de naître. Ouais, Je vous en je avais me parlé, souviens. je crois. Et là, j'étais du coup à quoi j'avais accouché il y a quoi, quelques mois, quoi, à peine. J'étais encore dans mon mal-être, hein, vraiment. Et puis il me montre tout content, tout fier des vidéos de moi. Et là, je sais pas trop comment l'expliquer parce que c'est très étrange, mais c'est comme si je me suis replongée. J'étais bébé, hein, mais c'est comme si de voir les images, ça m'a fait remonter tout ce que j'avais ressenti à ce moment-là, quand j'étais bébé. Et j'ai fait une crise de panique, crise d'angoisse. J'ai dû aller m'enfermer dans la salle de bain et j'étais en position fœtus, en crise de panique, alors que jamais je fais des crises de panique, moi. Et donc, j'ai revécu ce que j'avais vécu à ce moment-là, où je voyais ce petit enfant tout seul, ce petit bébé tout rose qui venait juste de naître et qui était pas sur ma mère, mais qui était dans une petite boîte en plastique à côté, le petit lit là, où il n'y avait pas de lien. Et moi, je ressentais comme un
un truc dans mon corps, mais affreux, une tristesse, tout est remonté et ça me disait dans ma tête: pourquoi j'arrêtais pas dans ma tête, pourquoi je suis pas sur ma mère? Pourquoi je suis pas sur ma mère? Pourquoi je suis pas sur ma mère? Et je voyais mon père filmer, super, le petit bébé, là, il était là, oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Et moi, ça a été un traumatisme de voir cette vidéo où quand je plongeais mes yeux dans les yeux de ce petit bébé qui était donc moi, je voyais que de la souffrance et je voyais j'ai besoin de ma maman, j'ai besoin de ma maman, où est ma maman? Et j'avais cette phrase qui tournait dans ma tête et crise de panique, j'ai dû me lever, j'étais en larmes, je fais excusez-moi, je dois partir. Et puis du coup, mes parents, ils ont fait une drôle de tête, ils n'ont pas compris. Et j'ai passé 3 jours en position fétale, vraiment enfant, bébé, contre Eric, et je voulais pas qu'il parte. J'ai transposé, j'étais comme si c'était ma maman, Eric, et j'étais contre lui, j'avais peur quand il partait, je restais près de lui, et j'étais là, pars pas, reste près de moi. Et j'ai vraiment revécu ce truc petite, quoi. Donc c'est, waouh, c'était vraiment puissant ce moment. Et en effet, oui, notre naissance nous impacte au-delà de ce qu'on peut l'imaginer. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai pas ressenti la même chose que toi, mais je sais que la première fois que mon bébé, il pleurait dans la chambre et qu'on était en bas, j'arrive pas à savoir si on se souvient de ce qui s'est passé quand on est enfant ou si on projette sur notre bébé notre histoire. Mais je me suis dit, oh, mais mes parents, ils m'ont laissé pleurer et ça a dû être ça. Et en fait, c'est impossible pour moi, c'est horrible. Et, Mm. et ici, je me souviens que la première fois que j'ai laissé ma fille à une nounou et qu'elle pleurait, elle me disait, alors c'est une expression en anglais, mais je vais essayer de le traduire, mais c'est que ça vient tirer sur des fils dans ton cœur. Mm. Et je trouve qu'il y a des moments comme ça quand tu deviens maman où tu as des situations où ça tire sur ton cœur, quoi. Ouais, Mm. c'est très intense. Absolument. Absolument, c'est pour ça que vraiment, moi, je suis allée explorer ma propre naissance. Après, avec ma psy, on est allé chercher et enquêter comment ma naissance s'était passée, comment la grossesse s'était passée. J'ai dû aller poser plein de questions à ma mère sur. Alors, du coup, c'est très confortable d'aller faire tout ça, mais d'aller poser des questions à ma mère sur comment elle avait vécu sa grossesse, mois après mois. Est-ce qu'il y avait eu des choses qui s'étaient passées pendant la grossesse et surtout l'accouchement. Je suis allée lui poser plein de questions sur l'accouchement et sur le retour à la maison. Et là, j'ai compris en fait. J'ai compris plein de trucs. Je me suis dit ah, d'accord, ok, bah maintenant je comprends. Voilà, je comprends, je comprends. J'ai compris plein de choses. Voilà, qui étaient liées à ce que moi j'ai pu vivre aussi lors de mon post-naissance. Ouais, Ouais. on est beaucoup plus proche de nos mères qu'on ne le pense, hein, ou qu'on le voudrait. Oui, et il y a un truc que ma psy m'a dit un jour et qui m'a marquée. Elle m'a dit votre naissance là, ça vous rappelle une précédente naissance. Vous avez déjà vécu ça. Je lui dis bah non, c'est mon premier enfant. Elle fait bah et vous, vous êtes née, vous avez déjà vécu une naissance. Et j'étais là ah, bouche bée. Bah oui, c'est vrai que j'ai déjà vécu ça. Donc forcément, il peut qu'avoir un lien en fait. C'est impossible de dissocier les deux, sa propre naissance et la naissance de son enfant. On a déjà vécu ça, on est déjà passé par là. Et on s'en souvient pas, mais notre corps, notre psyché s'en souvient. Et fait remonter des choses nécessaires pour nous et pas contre nous. Ça, c'est la leçon aussi. Ouais. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut donner ce conseil à toutes les personnes qui vont nous écouter, mais je pense que c'est important de savoir comment s'est passée sa naissance et comment notre mère l'a vécu parce que ça aide tellement pour toute la suite du travail qu'on fait sur nous. Exactement, vraiment. Okay. Ma chère Anaïs, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Je vais en profiter que tu es là, je vais en profiter de ton expérience. Est-ce que tu as des ressources à partager sur le sujet qui pourraient aider les gens qui nous écoutent? Ouais, absolument. Alors du coup, il y a une association en France qui s'appelle Maman Blues. Je pense que c'est même au Canada aussi. Donc Maman Blues, qui est vraiment une super plateforme de ressources. Je pense qu'on peut aussi appeler des personnes, si ça va pas, en tout cas avoir du support et du soutien, des groupes de mamans, etc. Il y a aussi un compte, une femme que j'aime bien qui s'appelle Chloé Bédouet, qui est sur Instagram et son compte s'appelle Mal de mer. Mal de mer, MERES.
Et donc du coup, elle donne plein de... Enfin voilà, ça tourne autour de cette dépression postpartum. Et il y a un livre, du coup, qu'elles ont écrit, du coup, la présidente de l'association Maman Blues et cette femme mal de mer, donc Chloé Bedouet, qui s'appelle La dépression postpartum, la face cachée de la maternité. C'est aux éditions Larousse et c'est un livre qui est génial et que j'aurais eu envie d'avoir entre mes mains bien avant. Voilà. Et qui parle, il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de mots de femmes qui peuvent parler de... Tout est très bien abordé dans une extrême bienveillance et en même temps, ça va droit au but, ça tourne pas autour du pot. Et c'est vraiment bien. Pour moi, c'est bien de le lire avant, d'être au courant de ça, parce que je pense que si j'avais été au courant, j'aurais été moins surprise et en état de choc. Et pouvoir, si ça nous arrive, nous replonger dedans. Ouais. Ensuite. Et est-ce que ça t'avait aidé? Je me souviens aussi que tu étais allée au Club des Poussettes. Oui, oui, ça m'a aidée, mais au Club des Poussettes, il y a les enfants. Mais c'est compliqué quand on est en train de gérer nos enfants, que ça hurle dans tous les sens, d'avoir une discussion avec quelqu'un qui est plus longue que 3 phrases en fait, sans être interrompu. C'est vraiment difficile et en fait, on a envie de souffler, on n'a pas envie de... Tu sais, on sort... Moi, j'avais juste envie de souffler, de parler d'autre chose. Donc ça m'a aidée, oui, dans le sens, ça a aéré, ça a ouvert les portes et ça a créé un courant d'air dans mon cerveau pour penser à autre chose. Mais ce dont j'avais besoin et que j'ai pas eu, c'était vraiment d'en parler. Un groupe de soutien, de parole, d'en parler un peu plus. Je l'ai eu un petit peu, mais j'aurais eu envie d'en parler beaucoup plus. Et je pense, moi, ce qu'il me fallait, c'était une psy, en fait. Ouais. Ouais. Donc, mais oui, le club Poussette, c'est très très bien ça en France. Ouais, j'ai été plusieurs mois dans un club Poussette et j'avoue que c'est cool d'avoir du support et de sentir que ah purée, elle aussi elle galère avec son enfant. Il n'y a pas que moi. Ça m'a aidé pour me dire oh waouh, il n'y a pas que moi et en fait tout on galère un peu quoi. Quand on se voyait en parc ou autre, j'étais là ah oui d'accord. Donc le mien c'est pareil quoi. D'accord, ça me fait relativiser. Et des fois de se dire ah oui en fait il y a pire. C'est terrible de se dire ouais en fait bon je vais arrêter de me plaindre parce que cette femme est plus en galère que moi en tout cas j'ai l'impression. Donc ouais ça fait relativiser sur plein de choses et ça il y en a partout en France des clubs poussettes. Faut aller juste sur le site et s'enregistrer. Super, merci. Merci beaucoup Anaïs d'avoir été vulnérable avec nous aujourd'hui, d'avoir partagé ce chapitre de ta vie. Est-ce qu'il y a, Merci à toi. est-ce qu'il y a autre chose que tu veux dire, un mot de la fin? Sinon, je pense qu'on a tout dit. Et oui, qu'aujourd'hui ça va bien et que je suis très reconnaissante de cette période parce que au final, moi, je dis toujours que voilà, la vie nous propose des choses pour notre propre évolution personnelle et c'est jamais contre nous. Donc, avec tout ce qui s'est passé, moi, j'ai grandi à travers et je me suis construite une personne que bah, aujourd'hui j'aime beaucoup. En fait, je suis bien avec qui je suis aujourd'hui. Ça m'a renforcée, ça m'a appris plein de trucs sur moi. Et aujourd'hui, ça va super bien. Donc c'est récent, hein, mon enfant il a 3 ans, donc c'était il y a pas si longtemps que ça. Et j'ai jamais été aussi bien de ma vie, quoi. Ça va vraiment bien. Et je pense que ce que j'ai vécu, c'était comme il y avait une faille, ça l'a agrandi. Et c'était le travail que j'avais besoin de faire dans tous les cas et qui aurait été fait à un moment dans ma vie. Donc je suis reconnaissante que bah, ça soit arrivé mais que je l'avais pas prévu. Bah oui, c'est toujours comme ça. Mais reconnaissante pour ça qui m'a au final beaucoup appris. Et puis moi, j'arrive à... Aujourd'hui, j'ai réussi à transformer ce plomb en or et en voir le bon côté, en fait, ce que ça m'a apporté et en quoi ça a participé à la femme que je suis devenue aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça va super bien. Voilà. Parce que j'ai décidé de pas tout enfouir sous le tapis aussi, quoi. Ouais. Et aussi parce que tu as pu reconstruire ta confiance, ce qui, je pense, c'est déjà énorme. Exactement. Voilà. Je me suis reconstruite. C'est ça. Super. Merci beaucoup Anaïs pour ton temps ici, pour tous tes partages. Et je te souhaite le meilleur pour la suite, bien évidemment. Merci beaucoup Nina. Au revoir.
Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans En toute vulnérabilité. J'espère que cet épisode t'a inspiré ou au moins fait passer un beau moment. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le montrer en laissant un commentaire ou quelques étoiles à paillettes. Cela aidera d'autres personnes à le trouver. Tes retours sont super importants pour moi car ils m'aident à grandir et à faire évoluer ce podcast pour qu'il soit encore plus parlant. Tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans cet épisode en description. Et si tu veux continuer cette discussion ou simplement partager tes réflexions, rejoins-moi sur Instagram en cherchant Nina Cagnac ou Pegasus Gates. Le lien est dans les notes de l'épisode. J'ai hâte de te rencontrer et d'échanger avec toi. Encore merci pour ton temps et ta précieuse écoute. Prends soin de toi et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans En toute vulnérabilité.